Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'atelier e-santé, édition de janvier 2014 déjà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'accident, d'un accident patient, d'un exemple de manque de coordination, prise en charge de patients urgents. Donc quelqu'un qui s'est retrouvé amputé et je pense qu'il y a des choses à faire au niveau des logiciels, alors déjà d'une chose, logiciel, application pour iPhone. Vous savez qu'on vit avec des applis. Aujourd'hui, tout le monde a son appli pour faire ci ou ça. Ce serait assez facile. J'ai demandé à des ingénieurs de ParisTech de faire une appli pour savoir si les blocs sont occupés ou pas. Comme ça vous évite, si vous êtes pris en charge de façon urgente et si vous avez besoin d'une opération, que l'ambulance tourne en rond sans savoir si le bloc où elle se rend va être occupé dans telle ou telle spécialité ou disponible. Et donc un renseignement en temps réel, ce serait pas mal. D'autre part, pour prendre en charge des patients urgents au tri, c'est peut-être pas évident juste au téléphone de détecter si le patient doit être pris en charge de façon urgente ou pas. Donc aujourd'hui, il y a autre chose que le téléphone avec fil. Il y a la visioconférence, donc les outils de télémédecine. Donc je pense que la médecine ne va pas se mettre en place sans bousculer certains intérêts. Alors après, on me dit toujours, oui, mais ça revient cher tout ça. Non, une appli, ça revient moins cher qu'une armée de patients amputés ou qui ont été opérés, mais dont les suites, les complications, hospitalisation prolongée, maison médicale de garde ou maison de soins de suite, après, tout ça, ça revient cher. Et la Sécu a peut-être pas forcément les moyens. Donc j'espère, par exemple, ce serait une bonne idée qu'un patient éclairé dans le domaine du numérique, à qui cette mésaventure est arrivée, Jean-Michel Billot, que vous connaissez par le Billot Show sans doute, et Patrick Pelou, l'urgentiste bien connu que tout le monde connaît et qui n'hésite pas à prendre la défense et l'intérêt des patients, se parlent pour essayer de trouver des solutions concrètes par-delà les individualités, les domaines, les compétences, les savoir-faire. C'est difficile de quitter sa zone de confort, j'en sais quelque chose. Moi j'étais prof de lettres, d'anglais et d'allemand. Et puis aujourd'hui je me retrouve généticienne, diplômée du MIT et de Harvard, si. Et je travaille hors France. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, en fait, l'idée, c'est que quelquefois, il faut savoir quitter sa zone de confort pour aller vers d'autres horizons et que ça rende service aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais rend plus service aux gens que quand j'enseignais l'allemand dans un petit bahut privé à Neuilly. On est en train de mettre en place des solutions avec des applications, justement, pour que les médecins et les patients puissent se concerter sur le génome du patient et que les médecins qui s'y connaissent pas forcément puissent apprendre, découvrir en même temps par des démarches pas à pas. Alors avant, on soignait par l'organe. Nos chirurgiens, nos médecins sont des spécialistes de l'organe. Aujourd'hui, pour guérir le cancer, on va s'occuper de cibler des mutations des gènes. Donc nos soignants vont devenir des pros du gène, du génome humain, la science du génome humain, puisque la génomique, c'est la science du génome humain qui prend du recul sur la biologie moléculaire, la microbiologie, etc. Tous ces noms qui vont faire que vous allez vous enfuir en courant, mais qui font en fait, qui montrent que en analysant plein de données, de faits moléculaires, scientifiques, informatiques, on peut un petit peu comprendre pourquoi on a telle maladie ou quelles sont les maladies à risque. C'est un nouveau système qui se met en place, il y aura différents obstacles selon les pays d'ailleurs, et on peut constater que dans les pays développés, tout s'est axé, l'économie de la santé s'est axée sur, en France, ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'acte, ou en tout cas le traitement
TX, vous voyez ça, vous suivez des médecins américains au niveau, pas seulement des généticiens, des médecins, grand T, petit X, ça veut dire le traitement. Donc le médecin, le soignant est récompensé quand il traite. Alors on n'est pas dans la prévention. Et pourtant, avec la génétique, on essaye de mettre en place toute une médecine de la prévention. Pouvoir prévoir qu'on aura telle susceptibilité à telle maladie et prévoir son action pour anticiper et faire en sorte finalement que ça n'arrive pas. Donc on est vraiment sur d'autres modèles économiques, alors à chaque fois qu'il s'agit de disrupter des modèles financiers, la vieille histoire empereur barbare revient, donc selon les pays, différentes difficultés, donc différents business models, différentes approches, différentes cultures aussi, donc différentes valeurs. Tout ça, ça se met en place. Alors, comme je suis en contact avec mes profs du MIT, parce qu'on est sur plusieurs projets, et avec aussi la cofondatrice de 23andMe, qui met des choses passionnantes sur Twitter que je suis au quotidien, eh bien, on se disait une chose, on se disait, alors au MIT, il y a une concentration de prix Nobel au département de biologie, au mètre carré, qui est complètement impressionnante. Vous ne pouvez pas faire 10 pas sans croiser un prix Nobel. Alors mon prof attend son prix Nobel d'ailleurs, lui-même, ce qui ne saurait tarder, c'est pas un secret. Et puis, il ne peut que vous présenter, un tel a eu un prix Nobel, un tel, tu as des questions pour... Donc on est très impressionnés, c'est très impressionnant. Et en fait, on se disait que il y a eu des choses choquantes aux États-Unis, puisqu'il y a des sociétés qui ont essayé de mettre des patents, donc de breveter des gènes humains, le gène de BRCA1 et 2 du cancer du sein, en disant c'est des fragments. Bon, c'est des fragments, et il n'y a pas ça à l'état naturel. Si, on a des fragments de gènes partout dans notre corps à l'état naturel, et mon prof l'a prouvé, et du coup ils n'ont pas pu breveter les gènes BRCA1 et 2. On est désolé pour eux, mais on est un peu soulagé en tant que patient, parce que dites donc, cette plaisanterie, ça nous reviendrait cher. S'il fallait payer $6 000 à chaque diagnostic dans la clinique qui a le brevet pour le BRCA1 et rebelote pour celle qui a le brevet pour le BRCA2, je pense que ça reviendrait cher. En plus, on ne pourrait pas demander de deuxième avis. Et dites donc, ça va un peu loin, toutes ces plaisanteries. Eh bien, on se disait que c'est aussi immoral, cette petite plaisanterie de breveter les gènes, donc le matériau humain. On ne peut pas inventer autour du matériau humain. C'est la matière à l'état brut. C'est la même chose que finalement de couper le citoyen de son génome en disant, comme l'Agence de la biomédecine le fait en France, interdiction aux citoyens de faire séquencer son génome, de demander le séquençage de ses gènes. Là aussi, on coupe le citoyen de son génome. Donc mes profs au MIT, qui sont quand même une armée de prix Nobel ou nobelisables de manière imminente, trouve ça un brin immoral. Et là, je ne vous parle pas de gens qui font du business. Mon prof, c'est Eric Lander, le pionnier du Human Genome Project, dont tout citoyen américain a certainement entendu parler, pas besoin de vous présenter l'affaire. C'est en fait le premier mapping ou séquençage des gènes humains. Voilà. Donc on a avancé pas mal à partir de ça. 10 ans après, il y a plein de développements jusqu'à hier à la conférence financière très importante, donc en Californie, à San Francisco, de JP Morgan, le JP Morgan Healthcare 2014. Eh bien, on a présenté les derniers séquenceurs, machines à séquencer le génome humain, et qui auront un coût de $1000 pour séquencer tout notre génome dans son entièreté. C'est beaucoup de matière. Bon, alors évidemment, $1000, comme je suis encore... je vais chercher la petite bête. Ce qui coûte cher là-dedans, c'est après d'assembler, l'assemblage du génome. Et donc, les coûts de main-d'œuvre pour cet assemblage. Donc, je soupçonne fortement qu'à moins d'outsourcer tout ça en Inde, aux États-Unis, ça va être plus que $1000. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si les urgences et si Jean-Michel Biot peuvent se parler, je sais que les geeks sont pas toujours des modèles d'organisation, donc pour fixer une date, une heure, un rendez-vous,
ils vont devoir faire des efforts, à mon avis. Et les urgentistes de l'autre côté, je nomme Patrick Pelou, mais enfin, qu'il ne se vexe pas, je ne le prends pas pour tête de turc ou responsable à titre personnel ici. Ça peut être tout autre interlocuteur, mais il est vrai que souvent, quand il s'agit de donner son avis sur la façon dont sont traités les patients aux urgences, on a plutôt tendance, paraît-il, en France, à entendre Patrick Pelou à la télévision et à la radio. Je ne suis moi-même pas en France et je n'écoute quasiment jamais, j'ai pas le temps, les médias français, mais on m'a dit que. Voilà. Donc, écoutez, très bonne continuation. À bientôt quand j'aurai un petit peu de temps pour une prochaine chronique Atelier et Santé, chronique bioéthique sur le blog Éthique, Vie et Mort 2.0. À bientôt, bonne journée, au revoir.